Imaginez le bruit. Pas celui des bombes, non. Celui-là, on a malheureusement fini par s'y habituer. C'est devenu la bande-son macabre de notre époque. Non, je vous parle d'un autre bruit. Celui du silence qui se brise. Imaginez le son d'un microphone que l'on coupe brutalement. Ce larcène aigu qui vous perce les tympans, suivi immédiatement par des hurlements. Des hommes en costume gris, le visage rouge, la veine du cou qui pulse, criant pour couvrir la voix d'un seul vieil homme. C'est le son de la panique. C'est le son de la réalité qui vient de fracasser les fenêtres du palais. Nous sommes à la Douma, régionale de Samara, et l'air est si épais qu'on pourrait le couper au couteau. Tout le monde joue son rôle. Tout le monde applaudit quand il faut applaudir, hoche la tête quand le chef parle. C'est une pièce de théâtre parfaitement orchestrée où la loyauté est la seule monnaie d'échange. Et puis, il y a Grigori Yeremeyev, 69 ans. Il a vu l'Union soviétique à son apogée, il l'a vu s'effondrer, il a vu la Russie se reconstruire, et il a vu l'ascension de Poutine. Ce n'est pas un jeune radical, c'est un homme du système. Mais ce jour-là, le 5 février, Yeremeyev se lève. Il ajuste ses lunettes, regarde ses collègues, ces carriéristes qui feraient peu n'importe quoi pour un regard du Kremlin, et il lâche une bombe plus destructrice que tout ce qui est tombé sur l'Ukraine. Il dit l'impensable. Il dit « Nous avons perdu ». Il ne le murmure pas, il le déclare. Il dit que les objectifs de cette guerre ne sont pas seulement inatteignables, mais qu'ils ont échoué. Vous sentez ce frisson? Ce n'est pas juste de la politique. C'est un homme qui regarde l'abîme et qui décide de sauter. Honnêtement, même moi, en voyant les rapports, j'ai du mal à y croire. Dans un pays où le simple fait de tenir une pancarte blanche peut vous envoyer en prison, où l'on invente des charges de violence contre la police pour faire taire les pacifistes, un député élu s'est levé au cœur du pouvoir législatif pour dire que le roi est nu. Et pas seulement nu, mais vaincu. Il a dit que Poutine continue cette guerre non pas pour la victoire, car la victoire n'existe plus, mais uniquement parce qu'arrêter maintenant signifierait entrer dans l'histoire comme un président déchu. Un perdant face à une nation que personne ne prenait au sérieux. C'est d'une violence psychologique inouïe. Imaginez la scène. À peine a-t-il commencé à parler que les autres députés, pris de terreur, pas pour lui, mais pour eux-mêmes, de peur d'être associés à cette trahison, commencent à le noyer sous les cris. Il couvre son micro. Ils essayent d'étouffer la vérité comme on essaierait d'étouffer un incendie avec ses mains nues. Mais c'est trop tard. La fumée est déjà partout. Mais avant de plonger dans les conséquences brutales de cet acte, je veux que vous vous posiez une question. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cet homme, qui a survécu à toutes les purges et tous les changements de régime, décide-t-il de sacrifier sa fin de carrière et peut-être sa liberté pour dire ce que tout le monde sait mais que personne n'ose chuchoter ? Est-ce du courage? Ou est-ce le désespoir de voir son pays se suicider lentement? Arrêtons-nous un instant. J'aimerais que vous réfléchissiez à la nature même du pouvoir. Nous avons tendance à croire que le pouvoir est une structure solide, faite de béton, de lois et d'armées. Mais c'est une illusion. Le pouvoir, le vrai, est une construction mentale. C'est une croyance partagée. C'est l'ombre projetée sur le mur qui fait croire au petit homme qu'il est un géant. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un allume la lumière ? La corruption n'est pas seulement financière, mais elle est existentielle. Elle commence quand la vérité devient une menace pour la survie du système. Quand un leader oblige tout un peuple à vivre dans un mensonge, il ne crée pas de la loyauté, il crée une dette. Une dette envers la réalité. Et croyez-moi, la réalité finit toujours par venir réclamer son dû, avec des intérêts. La stratégie de la peur fonctionne jusqu'au moment où la peur de la vérité devient plus grande que la peur de la punition. C'est là que les empires s'effondrent. Non pas par l'invasion extérieure, mais par l'implosion intérieure, quand le poids du mensonge devient physiquement insupportable. Revenons dans cette salle étouffante de Samara. La tentative de censure a été pathétique, presque comique si elle n'était pas tragique. On a coupé son son, on a hurlé. C'est la réaction typique d'un système immunitaire malade qui attaque ses propres cellules saines. Yeremeyev n'a pas seulement critiqué la stratégie militaire, il a touché à l'intouchable. Il a déclaré que Poutine lui-même sait que l'invasion est un échec et une erreur. Vous imaginez l'audace? Il a qualifié cette guerre de broyage de vies et de destins humains. Ce n'est pas une critique politique, c'est une condamnation morale. Il parle de mensonges, de propagande et de meurtres quotidiens de centaines de civils. Il ne parle pas de dommages collatéraux, il parle de meurtres. Et le plus fou? Le système judiciaire, cette machine à broyer habituellement si efficace, a semblé hésiter. On aurait pu s'attendre à ce qu'il disparaisse le soir même, embarqué dans une camionnette noire. On aurait pu s'attendre à des accusations de haute trahison. Mais non, il a été accusé d'avoir abusé de la liberté de la presse. Mais laissez-moi rire. La liberté de la presse en Russie, c'est une blague sinistre.
C'est un pays où Telegram est bloqué parce qu'il permet de voir la vérité. Et le verdict? Une amende de 30 000 roubles, environ 388 $. C'est là que ça devient fascinant. Pourquoi une punition si légère pour un crime de lèse-majesté aussi flagrant? Est-ce que le Kremlin a peur d'en faire un martyr? Ou est-ce que, peut-être, juste peut-être, les juges eux-mêmes, dans le secret de leur conscience, savent qu'il a raison? Yeremeyev a exposé Poutine comme une fraude. Il a montré que l'empereur est piégé dans sa propre guerre. Poutine ne peut pas gagner, mais il ne peut pas s'arrêter. C'est un zombie politique qui marche vers sa propre tombe, en entraînant tout un pays avec lui. Les collègues de Yeremeyev l'ont peut-être hué, mais combien d'entre eux, le soir venu, en regardant leurs enfants, se sont dit qu'il avait exprimé tout haut leurs cauchemars les plus secrets. 7 minutes de débats furieux ont suivi sa déclaration. 7 minutes où la vérité a flotté dans l'air, indiscutable, terrifiante. C'est la preuve que le monolithe se fissure. Mais regardons les faits qu'il a mis sur la table, car c'est là que l'horreur prend toute son ampleur. Yeremeyev ne parle pas dans le vide. Il s'appuie sur une réalité que la propagande ne peut plus masquer. Cette guerre est pire pour la Russie que la Seconde Guerre mondiale, à bien des égards. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie pour l'imaginaire russe? La Grande Guerre patriotique est le socle de l'identité nationale, une croisade sacrée. 3 ans, 10 mois et 8 jours. Chaque jour qui passe creuse un peu plus la tombe de la légende de l'invincibilité russe. Et pour quel résultat? Poutine a perdu en moyenne 1000 soldats par jour. C'est une hémorragie. C'est une génération entière qui disparaît dans la boue. Mais ce qui est pire, stratégiquement parlant, c'est l'humiliation territoriale. Poutine voulait sauver le monde comme ses ancêtres, mais il a créé une campagne qui va détruire la Russie. Regardez les cartes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques avaient repoussé les nazis de 1500 à 1800 km, jusqu'à Berlin. En Ukraine, les meilleures avancées russes ne vont pas plus loin que 150 km. 150 misérables kilomètres en 4 ans. C'est pathétique. C'est un échec militaire d'une ampleur biblique. Et le pire, c'est que la guerre ne se passe plus seulement chez l'ennemi. Les drones ukrainiens frappent maintenant à 1500 km à l'intérieur du territoire russe. Imaginez le choc psychologique pour la population. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une fois les nazis repoussés, la Russie était sanctuarisée. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. C'est la faute de Poutine, et de personne d'autre. Il a transformé la Russie en champ de bataille. Tout cela nous amène à une question brutale. Jusqu'où peut-on nier l'évidence avant que la réalité ne vous brise les os? Si les objectifs sont inatteignables, si le coût est insupportable, pourquoi continuer? Qu'est-ce qui pousse un homme, et par extension une nation, à s'enfermer dans une spirale d'autodestruction aussi évidente? Cela m'amène à vous parler de la mécanique de l'orgueil et du piège de l'investissement. En politique, comme dans la vie, le moment le plus dangereux n'est pas quand vous faites une erreur, c'est quand vous refusez de l'admettre. Il y a ce concept psychologique qu'on appelle l'escalade d'engagement. Plus vous avez perdu, plus vous êtes prêt à parier pour essayer de vous refaire. C'est la logique du joueur compulsif qui perd sa maison après avoir perdu sa voiture. Poutine a misé la Russie sur un coup de poker. Il a perdu. Mais admettre la défaite signifierait la mort politique, et peut-être physique. Alors il double la mise, il paie avec le sang des autres. C'est une leçon cruelle sur la confiance. Ne donnez jamais un pouvoir absolu à quelqu'un qui a plus peur de perdre la face que de perdre des vies humaines. La véritable stratégie n'est pas de ne jamais reculer, c'est de savoir quand le combat ne sert plus l'intérêt commun, mais seulement l'ego du chef. Quand la politique devient une thérapie pour les insécurités d'un seul homme, le peuple devient de la chair à canon. Reprenons l'analyse de cette débâcle. Alexandre Stubb, le président finlandais, l'a résumé avec une clarté glaciale à Munich. Poutine a subi une défaite stratégique totale. Il voulait russifier l'Ukraine. Elle est devenue plus européenne que jamais. Il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN. Il a obtenu l'adhésion de la Finlande et de la Suède à sa frontière. Il voulait affaiblir les défenses occidentales. Elles augmentent leur budget à 5%. C'est un fiasco sur toute la ligne. Yeremeyev a été charitable, en fait. Il aurait pu dire que Poutine est le meilleur agent recruteur que l'OTAN ait jamais eu. Et sur le terrain, cette fameuse puissance russe, elle est réduite à mentir sur la prise de villes qui tiennent encore debout, comme Kupiansk fin 2025. La Russie ne domine rien. Elle ne contrôle même pas totalement les territoires qu'elle prétend avoir annexés. Elle avait 26% de l'Ukraine en mars 2022. Aujourd'hui, à peine 20%. 4 ans de guerre, 1,25 million de victimes. Pour perdre du terrain, c'est vertigineux. Les médias occidentaux ont parfois tort de présenter l'avancée russe comme inéluctable. Ce n'est pas une avancée, c'est un piétinement sanglant. Chaque centimètre gagné est payé par des milliers de morts, une désespérance plutôt qu'un succès.
Le Kremlin n'arrive même plus à recruter assez de soldats pour remplacer ceux qui meurent. 406 000 recrutés en 2025 pour 410 000 pertes. Vous faites le calcul? C'est un déficit démographique. L'armée russe est en train de s'évaporer. Même les blogueurs militaires russes, ces fanatiques pro-guerre, commencent à craquer. Ils sont maintenant traités comme des agents étrangers parce qu'ils osent critiquer l'incompétence des commandants. Quand vous devez censurer vos propres propagandistes, c'est que la fin est proche. Et l'économie? Parlons-en. Poutine convoitait les 15 000 milliards de dollars de ressources minérales de l'Ukraine. Résultat, il a ruiné la Russie. Croissance stagnante, infrastructures en ruine, santé et éducation sacrifiées pour payer la guerre. La Russie brade son pétrole pour survivre. Elle est devenue le vassal de la Chine. C'est peut-être l'aspect le plus humiliant pour un nationaliste russe. Poutine, qui voulait restaurer la grandeur de l'Empire, a fini par transformer la Russie en station-service discount pour Pékin. Il a vendu l'avenir du pays pour maintenir son présent. La dépendance est totale. Si la Chine décide demain de couper les ponts sous la pression des sanctions, l'économie russe s'effondre. Poutine est à genoux, mendiant le soutien de Xi Jinping. Yeremeyev a vu tout cela. Il a vu que le tsar n'a plus d'habit, juste une laisse tenue par une autre puissance. Alors, que nous reste-t-il? Un président piégé? Poutine croit être en mission historique pour effacer l'injustice de la chute soviétique. Il s'est convaincu qu'il doit effacer l'Ukraine en tant qu'État. C'est une obsession pathologique, mais cette obsession se heurte à un mur de réalité. Les négociations de paix sont au point mort parce que la Russie n'a aucun levier. Elle ne peut pas forcer Zelensky à céder le Donbass. Elle ne peut pas gagner militairement. Elle ne peut pas s'en sortir économiquement. C'est l'impasse absolue. Et c'est là que réside le véritable danger. Un animal blessé et acculé est imprévisible. Mais c'est aussi là que réside l'espoir. Car si Yeremeyev a osé parler, d'autres suivront. Le mur de la peur était fissuré. Je sens que vous vous demandez « Et nous, dans tout ça ?» Quelles leçons tirer de ce chaos lointain? C'est facile de regarder la Russie et de se dire « ça n'arrivera jamais ici ». Mais la corruption de l'âme humaine est universelle. Pensez à la responsabilité civique. Pas comme un devoir ennuyeux, mais comme un acte de survie. Le silence est le terreau sur lequel poussent les tyrans. Yeremeyev nous rappelle que la vérité a un prix, mais que le mensonge a un coût bien plus élevé, celui de notre humanité. Dans vos propres vies, dans vos bureaux, vos familles, vos communautés, combien de fois avez-vous vu une injustice et choisi de vous taire pour ne pas faire de vagues? Nous le faisons tous, c'est humain. Mais c'est cette accumulation de petits silences qui permet aux grandes catastrophes de se produire. Le courage civique, ce n'est pas d'être un héros tous les jours. C'est juste, parfois, d'être celui qui dit « non, ce n'est pas normal ». C'est d'être le grain de sable qui grippe la machine de l'injustice. Si un vieil homme de 69 ans peut le faire face à un régime qui assassine ses opposants, quelle est notre excuse? Nous arrivons au bout de ce récit, mais l'histoire, elle, est loin d'être terminée. La Russie est en train de vivre un moment charnière. Poutine espère que le temps jouera en sa faveur, qu'il pourra survivre à la dissidence. Il espère que nous nous lasserons, que nous détournerons le regard. Il lance des fausses alertes, prétend que l'Ukraine attaque ses résidences pour se victimiser, mais ce sont les gesticulations d'un homme qui se noie. L'Ukraine, elle, ne plie pas. Ces kill zones battent des records. La stratégie de défense est devenue un cauchemar pour l'envahisseur. La révélation finale, celle qui doit nous hanter ce soir, c'est que la guerre est déjà perdue. Ce n'est plus une question de si, mais de quand et de comment. Le comment sera terrifiant. L'effondrement d'un régime comme celui de Poutine ne sera pas propre. Ce sera chaotique. Ce sera violent. Yeremeyev a allumé une mèche. D'autres voix commencent à murmurer. Bientôt elles crieront. Et quand le cri d'un peuple couvre enfin la voix du tyran, c'est là que l'histoire bascule. En conclusion, ce que nous voyons à travers les yeux de Yeremeyev et les statistiques sanglantes de cette guerre, c'est une tragédie grecque moderne. C'est l'histoire de l'hybris, cette démesure qui aveugle les puissants. Poutine a voulu écrire l'histoire, mais il a oublié que l'histoire est écrite par les peuples, pas par les dictateurs. Il a voulu restaurer un empire, il a détruit une nation. Il a voulu la gloire éternelle, il aura l'infamie éternelle. Mais au-delà de la géopolitique, il y a une leçon profondément humaine ici. Nous passons nos vies à construire des récits sur qui nous sommes, sur notre force, notre importance. Parfois, ces récits sont faux. Parfois, nous menons nos propres guerres intérieures, refusant d'admettre nos échecs, blessant ceux qui nous entourent, juste pour ne pas avoir à dire « j'ai eu tort ». La Russie de Poutine est le miroir grossissant de nos propres vanités. La capacité à admettre la défaite, à reconnaître l'erreur, n'est pas une faiblesse. C'est la condition première de la rédemption. Tant que la Russie ne pourra pas se regarder dans le miroir et dire « nous avons perdu, nous avons eu tort »,
Elle restera prisonnière de son cauchemar. Et nous, sommes-nous prêts à regarder nos propres vérités en face avant qu'il ne soit trop tard? C'est une question que je vous laisse. Le silence est retombé sur la Douma de Samara, mais l'écho de la voix de Yeremeyev résonne encore. Écoutez-le bien. C'est le son de l'avenir qui frappe à la porte.